Bienvenue dans Hors Frontières, le podcast qui donne la parole aux expatriés français en Catalogne et plus si affinité. Et si partir vivre ailleurs, c'était bien plus qu'une installation dans un nouvel environnement. Ici, on découvre comment l'expatriation transforme une vie. Chaque semaine, on parle de parcours inspirants, de chocs culturels, de virages à 180, d'amour, de doutes et de fou rire. Et toutes ces décisions qui sont de vrais sauts dans le vide, avec ou sans filet. Vous allez entendre des parcours hors normes, des récits de vie sans filtre et des témoignages qui bousculent les idées reçues. Je suis Laura et depuis l'étranger, je vous emmène à la rencontre de celles et ceux qui ont osé franchir la frontière sans billet retour. Nous allons découvrir comment quitter son pays, ses repères, ses habitudes peut parfois tout changer. Car partir, c'est oser. Oser se réinventer, oser se confronter à l'inconnu et parfois oser aller à contre-courant. Alors, installez-vous confortablement et laissez-vous embarquer pour un voyage au cœur d'histoires vraies de ces aventuriers qui ont choisi de vivre autrement. Aujourd'hui, je suis ravie de vous présenter Sonia, une personne solaire qui transmet de l'énergie, de la douceur, de la fraîcheur et tellement de force. Dès qu'elle m'a parlé de son amour pour Taylor Swift, je compris tout de suite, je me suis dit, mais oui, clairement. Sonia, elle nous livre un témoignage tellement sincère, elle est tellement naturelle, et pourtant la sincérité, elle se l'est prise de plein fouet. Dans cet épisode, elle nous parle sans filtre de l'expatriation, des univers qu'on ne comprend pas toujours, des chocs culturels, des villes qu'on imaginait d'une certaine manière, d'une autre, des modes de vie et des moments plus ou moins faciles. Elle nous raconte aussi comment prendre soin de sa santé mentale, c'est tellement important. Et elle nous racontera aussi où elle en est aujourd'hui. Son expérience, elle l'a transformée en force. Aujourd'hui, Sonia accompagne les expatriés en tant que thérapeute, faisant de son parcours sa spécialité dans ses études et aujourd'hui dans la pratique de son métier. Attention, vous pourriez annuler vos vols pour Berlin, puis vous en mordre les doigts. Bonne écoute. Sonia, c'est parti. Pour commencer, ce que j'aimerais savoir, c'est toi, dans quel environnement, dans quelle famille tu as grandi? Est-ce que c'est une famille où il y avait déjà des épisodes d'expatriation, ou pas forcément, ou pendant les vacances, si vous étiez des grands aventuriers? Alors pas tellement, je crois que quand j'étais petite, je suis quasiment jamais allée à l'étranger avec mes parents. Alors tous mes grands-parents viennent de pays différents, donc je me dis que j'ai un peu une culture, alors c'est plus de l'immigration dans ma famille. Mais après, vraiment ma petite bulle, ma petite cellule familiale, je sais que mes parents ont voyagé en Europe avant, mais pas tant que ça. Je sais pas, peut-être que du coup ça a un peu sauté une génération, c'est mes grands-parents qui m'ont un peu transmis ça, mais voilà. Très bien, donc pas forcément de prédisposition directe avec tes parents, et on peut te demander, tes grands-parents ils sont de quelles origines? Alors, du côté de ma mère, j'ai l'Italie et l'Espagne, et du côté de mon père, j'ai la Russie et l'Ukraine. D'accord. Ah oui, donc déjà issus de Un métissage. mix, un peu éclectique. D'accord, et ils te parlaient beaucoup de leur pays d'origine? C'était quelque chose qui était un sujet dans les conversations? Mais pas tant, parce que c'était, tu vois, cette époque-là, il y avait vraiment cette volonté de s'intégrer à fond. Donc ils avaient tous une langue maternelle qui était différente, et cetera. Mais par exemple, ma mère ne parle ni italien, ni espagnol spécifiquement. Mon père, lui, parlait russe, mais son frère non. Donc il y avait pas, et moi, malheureusement, je sais qu'à un moment, j'avais essayé d'apprendre le russe. Ma sœur avait pris un an de russe, mais c'est d'une complexité, abominable en termes de grammaire. Donc du coup, on avait un peu laissé tomber, et moi, en plus, j'ai pris allemand, alors que mon grand-père est espagnol. Il n'avait pas été content d'ailleurs quand, je lui avais annoncé, et en plus, maintenant, je ne parle même pas allemand, donc ça valait vraiment le coup. D'accord, et du coup, à quel moment tu as commencé à voyager, à sortir un petit peu de la France? Alors en fait, je vais donner le crédit vraiment à la personne. C'est, mon ex-copain qui lui était très tourné vers l'international, qui, a un peu m'a donné un peu cette impulsion, et on a commencé à faire, alors d'abord des voyages en Europe, et lui en fait il s'est expatrié.
au Canada puis au Mexique et en fait, moi, à chaque fois, j'allais le voir, donc à chaque fois, bah, je prenais l'avion toute seule. Je partais vraiment sur des périodes courtes. Par exemple, j'allais aller, 4 jours à Montréal, ensuite je prenais l'avion la nuit, le lendemain, j'étais au travail et cetera. C'était un peu dans mon quotidien quoi, de faire des longs trajets, pareil pour le Mexique. Bah, le Mexique, j'étais un peu restée coincée, c'était au moment du covid et cetera, mais ça faisait un peu partie de mon quotidien d'être tout le temps dans l'avion, de faire des vols, longue distance comme ça, toute seule. Je suis même plus pas tellement habituée, en fait, à prendre l'avion avec d'autres personnes parce que même maintenant, bah, quand je vais en Allemagne, je prends tout le temps l'avion toute seule et c'est grâce à lui, en fait, que ça m'a ouvert un peu les yeux et je me suis dit: «Ouh là, il y a vraiment un truc qui se passe, en dehors de la France qui m'a vraiment poussée» et après j'ai commencé à voyager toute seule et cetera et depuis, bah, je peux plus m'en passer. Parce que quand on y a mis un pied, si c'est un peu notre truc après, il y a plus de chemin inverse, il y a plus de retour, C'est exactement ça. Je me dis que je l'avais en moi et que c'est juste qui m'a permis de le débloquer. Maintenant, je peux l'exploiter. Mais effectivement, enfin, si ça t'intéresse pas, enfin, je vois par exemple ma petite sœur, pourtant on a eu la même éducation, on a le même héritage et cetera. Elle en a rien à faire, elle est jamais à l'étranger, ça ne l'intéresse pas. Vraiment, elle en parle comme ça et c'est OK quoi. C'est vraiment, ouais, 2 aspirations Mmh. différentes. Totalement, c'est très personnel et la première fois que toi tu as vécu l'expatriation, à quel moment tu t'es vraiment installée à créer ton chez toi dans un autre pays que la France? Bah, c'est maintenant avec, l'Allemagne du coup, donc j'y suis les 2 tiers de mon temps parce que mon conjoint est allemand, donc je suis à Berlin. Et en fait, donc c'est plus lui qui avait moi qui me suis installée chez lui, on va dire, mais comme c'est un appartement, il fallait tout refaire et que je suis force de proposition en matière de décoration et aussi il est allemand, il a peu de goût, il faut le dire. Donc vraiment j'ai pris le lead sur, tout ce qui est décoration et cetera. Donc c'est plus un appartement à mon image, on va dire, même s'il faut que ça passe, son filtre. Mais voilà, et puis le fait de notamment, bah, moi je travaille de chez moi, donc de me créer un bureau incroyablement beau avec, Taylor Swift et cetera, enfin qui est un bureau inspirant, enfin, j'ai l'impression d'avoir un peu un cocon dans cette ville justement qui moi ne me plaît pas trop. Elle m'est plus autant hostile qu'avant, mais du coup le fait d'avoir un intérieur qui est à mon image et cosy et rassurant, ça m'aide beaucoup et j'en suis vraiment très contente. D'accord. Si on revient du coup un petit peu en arrière dans ton histoire, on peut savoir déjà comment tu as rencontré ton chéri? On s'est rencontrés à Bali. Je pense que j'aurais pas pu le rencontrer en France parce que je sais pas où j'aurais pu trouver un Allemand. Enfin, c'est pas trop une nationalité. Mes copines trouvent ça très exotique d'ailleurs, que je sois avec un Allemand. Elles sont toujours très curieuses. Mais ouais, on s'est rencontrés à Bali, on a vraiment passé quelques jours ensemble, c'était vraiment le tout début et moi je suis très spontanée, dans les relations donc je dis: «OK, dès que je rentre, je book un ticket pour Berlin», et du coup, je suis allée le voir à Berlin et on a commencé du coup à faire des petits allers-retours. Donc d'abord, j'y allais quelques jours, ensuite je rentrais et au fur et à mesure, le rythme s'est intensifié et depuis, ça a bien continué. C'était vraiment plus pour lui que pour Berlin parce que j'ai tout de suite vu que Berlin et moi, on n'allait pas trop être, copines, quoi. Alors qu'est-ce qui t'a mis ce point de que toi et Berlin, il y avait pas de grand fit? Mais je dirais que j'ai quand même beaucoup voyagé en Europe avec, c'est généralement dans les capitales et c'est rare que j'aille dans une capitale où dès que j'arrive, je me dis: «Ah, OK, intéressant, et je suis un peu perdue, je vois pas trop de choses qui m'intéressent. Alors déjà au niveau de la nourriture, moi, manger, c'est ma passion numéro un dans la vie. C'est vraiment ce qui fait battre mon cœur. Donc déjà, au niveau de la nourriture, ça cochait pas cette case. Ensuite 2, j'adore les belles architectures et je trouve qu'en France et en Europe, il y en a partout avec des styles différents. Moi, j'adore même le style méditerranéen avec les couleurs, super chaudes et cetera. Non, Berlin, ça a été détruit. On a reconstruit ça à la va-vite pour que les gens, puissent, s'installer. C'est 8 fois Paris, donc c'est immense. C'est Mmh. Tu peux pas te mettre à un endroit et juste te promener et te dire: «Ah bah, je vais voir des coins sympas», un peu comme, dans les villes, françaises, quoi.
Non, il faut savoir où tu vas parce que sinon tu tombes juste à un endroit super random et en fait, il y a rien, et pareil, enfin, ils ont pas beaucoup de restaurants par rapport à Paris et c'est pas beau, quoi. C'est moche, il y a des tags, alors je sais que c'est une esthétique vraiment spéciale qui plaît à beaucoup de gens. Les gens qui sont à Berlin, pour eux, il y a vraiment alors ils savent que c'est pas beau, mais il y a vraiment une vibe, je sais pas si tu y es déjà allé. Non, pas du tout. Ah ouais, je te fais la pub du coup. Mais ouais, ou bien Bah, même ça donne s'il y a envie, des ça donne envie. jolis c'est ça. Parfois, il y a des jolis bâtiments quand même qui ont pas été détruits, mais il y a des grands tags et cetera. Alors c'est la vibe de Berlin qui est très underground et cetera, mais moi, c'est pas ma vibe et en plus à Berlin, c'est beaucoup des gens, un petit peu spéciaux. C'est-à-dire que si tu es un petit peu en marge de la société, on va dire, ou tu as des goûts différents, tu es un peu plus éclectique, on va dire, excentrique. Berlin, Mmh. c'est super parce que c'est une ville qui est super open, personne va te juger, tu t'habilles n'importe comment, enfin comme tu veux. Personne va juger, personne va regarder. Mais moi qui suis très boring et Mmh. basic, on va dire, dans mes goûts, bah je suis pas assez cool pour Berlin, tu vois ce que je veux dire? D'accord, OK. C'est ouais, c'est vraiment juste un style de personne, d'architecture qui est pas forcément adapté et il y a une vie un petit peu de quartier comme nous on a l'image, enfin voilà, si tu en France où on a tel quartier, du coup on voit un peu toujours les mêmes têtes, même à Paris, hein, on a des petits bars de quartier, des petites vies, toujours le même super, le même boucher, boulanger et cetera. Il y a un petit peu cette vie de quartier, cette convivialité ou pas spécialement? Alors, je dirais que déjà Berlin, comme c'est très grand et qu'il y a pas vraiment de centre-ville, c'est plus compliqué. On va dire qu'il y a plein de petits centres-villes, mais moi là où je suis, il y en a pas. Donc c'est vraiment, une grande rue, il y a des immeubles, il y a des maisons et en plus, on va dire que c'est pas spécialement une culture où enfin de moi, comment je le ressens et en plus, il y a la barrière de la langue pour moi, mais et en plus 80 des habitants de mon immeuble ont plus de 80 ans, donc ça n'aide pas pour créer des relations, amicales. Mais c'est pas trop commun. Alors peut-être dans les autres villes d'Allemagne ou peut-être justement, ouais, quand on tu dans un petit quartier, mais moi là où je suis, il y a pas du tout, il y a pas du tout. Moi, ça fait pas partie de mes impératifs, quoi, mais non, il y a pas de: «Ah, je croise de voisins, je suis content», non. D'accord, c'est pas spécialement ce type de quotidien et du coup, très bon point par rapport à la langue, toi, tu as du coup le LV2 allemand. Est-ce Ouais. que tu parles aujourd'hui beaucoup plus? Est-ce que tu as fait des choses pour le parler ou tu vis très bien en anglais? Je sais pas du tout quel est le contexte là-bas. Alors à Berlin, heureusement alors déjà les Allemands sont très forts en anglais. Ils ont un accent, alors sauf mon copain, j'ai pris le seul Allemand qui, a un accent, horrible et qui de base parlait pas super bien anglais. Mais, les Allemands de manière générale, enfin, tu arrives dans un restaurant, le serveur, il parle anglais comme s'il avait vécu, 8 ans à Londres, quoi. C'est vraiment, ils ont un super accent, et puis ils vont dire beaucoup les mots avec l'accent. Par exemple, moi je dis, je fais du crossfit et eux, ils vont pas dire CrossFit avec l'accent allemand, ils vont dire CrossFit. Vraiment tous les mots, ils le disent avec l'accent, chose que si tu fais en français, tu as l'air un peu débile parce qu'on se moque de toi. Mais eux, ils ont pas cette culture-là, ils sont très forts dans les Oui, langues, ça fait surjouer. c'est ça, exactement et pour eux, c'est juste normal. Ils vont introduire plein, plein, plein de mots et d'expressions anglaises, dans la vie de tous les jours, ce qui fait qu'ils sont super à l'aise, parfois, quand le coach, sait que je suis là et qu'il est sympa, bah, il va faire le cours en anglais et c'est OK pour tout le monde, en fait, parce que tout le monde comprend l'anglais. Donc ça, c'est vraiment top, même dans toute la ville de Berlin et cetera. C'est pas pareil, partout en Allemagne, mais à Berlin, en tout cas, oui, donc pour ça, je suis vraiment contente. Et j'ai oublié le reste de ta question, pardon. Mmh. Est-ce que toi, du coup, tu parles donc tu vis Ah très oui. bien en anglais, c'est top. Est-ce que tu parles allemand? Est-ce que c'est dans tes plans d'apprendre l'allemand ou pas? Alors, donc j'ai fait 7 ans d'allemand où je suis ressortie avec vraiment presque rien. Parce que je sais pas pourquoi, en fait, on repartait un peu de zéro à chaque année d'allemand, Mmh. c'est un peu comme ça que ça marchait l'allemand, c'était compliqué et moi j'ai pris allemand parce que j'étais fan de Tokyo Hotel, je sais pas si tu as un souvenir de ce groupe-là? Et en fait, au bout d'un an, je n'étais plus fan Oui, oui. malheureusement, donc mon intérêt a un peu baissé et du coup, après j'en avais plus rien à faire et là, le fait de rencontrer mon copain, c'est plus en fait parce que ses parents ne parlent pas anglais
et du coup, je force un peu, il y a qu'avec eux, en fait, où je vais parler un peu allemand, et je fais Duolingo maintenant. Donc ça fait 600 jours que je fais Duolingo, donc j'ai appris quand même pas mal de mots et je trouve que ça m'a quand même appris certaines choses et cetera. Je me suis dit que j'allais pas apprendre la grammaire allemande parce que c'est pareil, elle est très compliquée. Alors pas aussi compliquée que le russe, mais très compliquée quand même. Donc je me focus un peu plus sur le vocabulaire. J'ai l'impression quand même que je fais des progrès. Après, ça dépend vraiment de l'accent de la personne, parce qu'il y a plein d'accents allemands. Et en fait, en allemand, tu as tellement de mots que même si je connais le mot pour une chose, la personne, en fait, elle peut utiliser un autre mot et dans ce cas, je vais pas comprendre. En fait, une langue qui est incroyablement riche par rapport au français. Et du coup, par exemple, au CrossFit, je commence à comprendre ce qui se passe. Je sais comment on dit répétition, je sais comment on dit prenez une barre, prenez un vélo, etc. Et la dernière fois, il y a eu un nouveau coach, mais qui est un peu plus âgé, qui a un vocabulaire un peu plus soutenu. Et ben, je comprenais plus ce qu'il racontait parce que pour ces mêmes mots, en fait, il y a d'autres termes de vocabulaire, donc c'est un peu, donc je pense qu'à la rigueur, ce serait limite plus simple pour moi de parler pour certaines choses que de comprendre. Et encore une fois, si on parle vite, si on parle pas assez fort, c'est plus compliqué. Mais globalement, j'arrive à savoir ce qui se passe. Si j'ai le contexte de la phrase, c'est bon, j'arrive à suivre. Mais ça fait peur, je trouve, de parler allemand. Enfin, j'ai l'impression d'être un peu à nu, tu vois. Dans quel sens d'être un petit peu à nu? Parce que tu sais que tu potentiellement un accent pourri? Parce que tu sais que tu vas faire des erreurs? C'est par rapport à quoi? Ben c'est ça, je trouve que se jeter dans le bain de parler une langue qu'on connaît pas trop, genre par exemple avec ses amis, je me dis: «Je pourrais tenter l'allemand, essayer, enfin voilà, pour m'exercer», mais bah non, je sais qu'ils parlent en anglais, donc moi je vais toujours aller vers l'anglais. Pareil dans les restos, en soi, je pourrais commander en allemand parce que je sais dire, «Je voudrais ça, merci beaucoup». Mais il y a je reste dans ma zone de confort aussi et il y a seulement, bah, quand parfois il me laisse 30 minutes d'affilée avec, sa maman que je me dis: «Bon, bah, là, il va falloir sortir l'allemand», et au fur et à mesure, au bout de 5-10 minutes, ça y est, c'est un peu, tu sais, il faut s'échauffer un peu, il y a les mots qui reviennent et là, ça va. Mais voilà, et puis c'est une langue, enfin, faut se le dire, c'est une langue moche et moi, c'est pas une langue qui m'attire spécifiquement. Je me dis: «Bon, bah, l'espagnol, l'italien, oui, ou je sais pas quelle autre langue, mais l'allemand, j'ai pas d'attrait personnel, quoi». Ouais. Puis c'est assez complexe. Mais c'est vrai qu'une langue, on ne s'y met pas si c'est pas de la survie. Et vu que tu arrives à survivre en anglais, c'est en effet, difficile de vraiment s'y mettre parce qu'on oui, comme tu dis, on va à la facilité et le cerveau est construit comme ça. C'est pas une histoire de fainéantise, de quoi que ce soit. Non, le cerveau est fait pour aller au plus simple. Donc c'est vrai que si tu peux survivre, en anglais, c'est mieux. Et pour continuer sur les langues, avec ton conjoint, depuis toujours vous parlez anglais ensemble? Ouais. Au début, c'était un peu compliqué pour lui parce que, alors il parlait anglais, mais en fait, comme en plus on était à distance, je me suis rendu compte qu'en fait, au bout d'un moment, il utilisait beaucoup Google Traduction parce que je me disais: «Ah mon Dieu, mais il fait des phrases incroyables avec des mots, très soutenus que moi-même je connais à peine», et après en fait, je lui avais dit: «Mais est-ce que tu utilises Google Traduction?» Il m'avait dit: «Oui». J'avais dit: «OK, bah, essaye de faire l'effort même avec des mots plus simples parce que, en face à face, c'est il y avait certains trucs au début, enfin, faut prendre le rythme quoi, de parler en anglais tout le temps. Je me souviens qu'on avait eu une vraie période d'adaptation. Alors maintenant, c'est super simple et il est plus à l'aise, même si c'est moi qui parle mieux anglais quand même, donc c'est moi qui lui apprends les mots de vocabulaire, qui le tire vers le haut et cetera. Et lui, je sais que ça lui plaît pas trop d'avoir sa relation en anglais. Il m'avait dit que si on se séparait, qu'il retrouvait une autre copine, il prendrait pas quelqu'un avec qui il parle en anglais, alors que moi, j'adore. Je trouve ça trop cool. Je trouve que le fait que ce soit pas ma langue maternelle, j'ai pas peur des mots, on peut avoir des conversations beaucoup plus «crues» entre guillemets. Hem Et je sais pas, ouais, tout ce qui peut te rendre vulnérable, dans une langue, que tu connais vraiment très bien parce que c'est ta langue maternelle, et ben, en anglais, du coup, ça enlève cette barrière. Et je me souviens, par exemple, que quand j'avais fait mon master, ma soutenance finale, je l'ai faite en anglais et du coup, ça m'avait enlevé beaucoup de stress parce qu'il y a un certain détachement, et du coup, moi, j'adore parler anglais comme ça. Alors parfois, à la fin de la journée, mon anglais, il ressemble plus trop à grand chose, mais bon, on se comprend, c'est pas grave, pas de pression.
Et tu dirais que tu es moins pudique? Quand tu dis: «j on peut parler Ouais, plus cru, ouais, plus un peu plus direct et naturel et sans moins se prendre la tête». C'est vrai qu'en français, on est très avec le conditionnel, la forme et cetera. exactement. Tu dirais que du coup, tu as moins de pudeur et que tu exprimes aussi plus tes sentiments? Exactement, en fait, pour parler de tout et même, par exemple, enfin, moi, je suis quelqu'un qui, en français, je suis pas du tout vulgaire, par exemple, parce que on n'est pas vulgaire dans ma famille. Moi, ça me vient pas naturellement et je vais, par exemple, être légèrement plus vulgaire en anglais, mais parce que il y a pas ce tu sais, les mots te touchent pas autant dans une langue, même si je sais que ça va être un peu plus vulgaire, Mmh. mais je peux les utiliser sans que ce soit, choquant, quoi. Et effectivement, même pour dire les choses, pour avoir de vraies conversations et cetera, moi, en plus, enfin, j'aime bien, moi, j'adore parler, j'adore avoir de grandes conversations et cetera. Et je sais pas, je trouve qu'en anglais, ouais, il y a pas cette peur des mots et je trouve qu'effectivement, bah, je suis moins pudique, c'est plus facile, même pour faire des nouvelles rencontres, rencontrer d'autres personnes internationales et cetera. Je trouve qu'en anglais, c'est top, quoi. Moi, j'aime beaucoup. D'accord, tu te mets moins de barrières. Ouais, Et exactement. est-ce que tu penses que, ça donne une meilleure communication ou pas? Est-ce que ça fait des prises de tête Mmh d'un mh. autre niveau? Alors je dirais que oui. En plus, c'est compliqué parce que, l'anglais et l'allemand, c'est pas trop le même style de langue et en plus, c'est pas les mêmes cultures. En français, on est vraiment à mettre, des formes et cetera, en allemand, pas du tout. Donc après, il faut traduire ça en anglais et donc ça donne vraiment, bah, un peu des il peut y avoir des trucs où les formules de phrases sont un peu différentes. Moi, je sais que j'ai parfois, il me dit certaines choses et moi, je le prends un peu mal. Il me dit: «En fait, non, c'est juste que je te disais, ça, mais bah, forcément, ça peut paraître, traduit à l'anglais et du coup, moi, je l'interprète en français, bah, il peut y avoir un peu des incompréhensions. Alors de base, je suis quelqu'un de très calme, donc je demande toujours et cetera, pour être bien dans la communication et ce qui est bien avec mon copain, c'est qu'il fait vraiment toujours l'effort de prendre son téléphone et de traduire les choses soit en anglais, soit en français, depuis l'allemand quand il a pas le mot précis. Parce qu'en allemand, ils ont tellement de mots super précis que nous, on n'a pas en français et probablement qu'il y a pas en anglais. Et lui, du coup, le fait qu'il fasse l'effort et vraiment on regarde, OK, quel contexte et cetera, on arrive vraiment comme ça à bien se comprendre. Même parfois, on se dispute, même si ça arrive pas très souvent, il fait: «Attends», il prend son téléphone, il vient traduire le mot et comme ça, on est vraiment, ouais, vraiment sur la même longueur d'onde. Mais effectivement, ça fait beaucoup d'incompréhensions, mais je dirais que c'est encore plus les différences culturelles qui font des incompréhensions que la langue au final. D'accord, c'est intéressant, c'est bien et vous prenez le temps de pouvoir bien mesurer et cetera et c'est vrai que du coup, ça évite aussi de des fois s'emporter, avoir des choses qui Mmh. dépassent un peu notre pensée parce que vous avez plus le temps aussi un petit peu de réfléchir à votre communication. Hem et du coup, lui, il apprend le français un petit peu? Non, c'est bon, je vais pas dire que c'est source de discorde parce que j'ai abandonné le projet, mais lui, c'est pas quelqu'un qui aime être en dehors de sa zone de confort et c'est quelqu'un qui est habitué à être doué dans beaucoup de choses rapidement. Alors que moi, c'est l'inverse, je suis habituée à être douée en rien naturellement et à apprendre. Mais lui, c'est l'inverse, notamment dans le domaine du sport et cetera. Et là, le français, comme lui, c'est pas quelqu'un de très littéraire, contrairement à moi, il a tout de suite vu que c'était une langue, c'est totalement différent de l'allemand. Déjà, l'allemand, par exemple, une fois que tu sais lire l'allemand, tous les mots se disent de la même façon. Tu as jamais, «Ah, le E, cette fois-ci, on va pas le prononcer. Ah, le H, cette fois-ci, on va pas le prononcer comme on a en français», où nous, c'est une langue, Mmh. et limite chaque mot est son exception. Et du coup, pour lui, ça a été super perturbant de voir que même en apprenant la prononciation, il était pas capable de lire certains mots. Je me souviens, c'était Duolingo, il y avait le mot «aujourd'hui» et il me dit: «Mais déjà, qu'est-ce que c'est ça, l'apostrophe?» parce qu'il y a pas d'apostrophe, il y a pas d'accent en allemand. C'était très perturbant pour lui et lui, il a ce truc de, si je commence quelque chose, il faut que je sois excellent et je dis: «Mais moi, j'ai pas besoin que tu apprennes le français vraiment, énormément, je veux juste que tu apprennes, un peu de small talk, quelques mots, quelques phrases et cetera, peut-être pour échanger avec ma famille». Mais pour lui, du coup, ça s'est arrêté là. Il a fait quelques jours Duolingo. Alors maintenant, il connaît bonjour, bonsoir, bon appétit, bisous,
voilà, j'essaye de lui apprendre quelques petits mots du quotidien, mais et puis c'est pas quelqu'un qui autant moi je vais le dire: «Ah comment est-ce qu'on dit ça en allemand? Comment est-ce qu'on dit ça en allemand?» parce que je suis quand même dans cette optique de progresser, sans faire trop d'efforts. Mais alors lui, non. Il est pas là à me D'accord, dire: OK. «Comment on dit table en français?» et cetera. Non, c'est bon, ses amis lui mettent la pression là-dessus, ce que j'apprécie, c'est vraiment gentil à eux, mais voilà. Moi, du coup, je me dis: «Bon, à part s'il vient vivre en France, là, de toute façon, je pense que tu peux pas vivre en France sans parler français, contrairement à l'Allemagne». Donc voilà, on en reparlera à ce moment-là. Son choix et rien n'est figé dans le temps, on le sait bien. Est-ce que, tu penses que tu es On verra. différente depuis que tu passes autant de temps en Allemagne? Est-ce que ta personnalité, ta manière de voir, la vie, les relations a évolué? Alors, au niveau des relations, je dirais que oui, dans le sens où, avant et ça, c'est même avant d'avoir voyagé un petit peu toute seule, j'étais quelqu'un qui était, assez timide dans mes relations, beaucoup dans ma zone de confort. J'avais mes amis, que je connaissais bien et j'avais pas besoin ni envie de rencontrer des nouvelles personnes. Maintenant, à Berlin, c'est totalement l'inverse et en plus, la chance que j'ai à Berlin, c'est qu'il y a un gros réseau de femmes internationales. Il y a un super groupe Facebook où, par exemple, je vais dire: «OK, bon, bah, je vais au cinéma voir tel film, qui veut venir avec moi?» Et en fait, bah, on rencontre comme ça des personnes, naturellement, ou bien il y a plein d'événements qui sont organisés, des restos et moi j'y vais, je sais que c'est difficile de rencontrer vraiment des meilleurs amis, donc moi j'y vais vraiment dans le but juste, bah, de passer un bon moment. C'est des femmes internationales, je sais que ce sera des personnes inspirantes, je sais que ce sera des personnes avec lesquelles on aura plein de choses à se dire et cetera, donc ce sera toujours un moment sympa et maintenant j'ai même plus ce je peux avoir un peu d'anxiété sociale, mais maintenant j'ai même plus cette appréhension, ça devient tellement naturel et je vois à quel point c'est différent parce que quand j'en parle à mes copines qui en France, moi, je les trouve beaucoup plus sociables que moi, elles disent: «Mon Dieu, mais aller à un endroit, rencontrer plein tu vas à un dîner avec 8 filles que tu connais pas, mais moi jamais je pourrais faire ça et comment tu fais?» Alors que moi maintenant, c'est devenu un peu, c'est normal et je me découvre, très à l'aise dans cet exercice de, bah, rencontrer des gens une fois, on passe 2-3 heures ensemble et puis, on partage des choses même si on se connaît pas, et même aller vers les gens, jamais j'aurais espéré. Par exemple, la dernière fois, je suis allée à une chorale Taylor Swift, j'y suis allée toute seule, j'aime bien faire les trucs toute seule. Il y avait une fille à côté de moi qui était toute seule aussi et je me dis: «Ah mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que» et après je me suis dit: «Bah vas-y, c'est débile de regretter» et du coup, j'ai discuté avec elle et maintenant on se revoit en dehors et cetera et c'est jamais des choses que j'aurais faites en France, ni avec des personnes françaises, je pense, sauf à l'international entre Français. Mais là, le fait d'être dans un contexte international, je sais pas, je trouve que ça donne des ailes et on est beaucoup moins, on se sent beaucoup moins jugé. En plus, moi, je suis en région parisienne, je trouve qu'à Paris, on est vraiment, c'est une ville qui est super judgy, quoi. Déjà, la culture française, elle est très judgy, mais alors Paris, c'est encore pire. Et là, bah, à l'étranger, je me dis: «Mais je m'en fous de manger toute seule, mais les gens, ils me connaissent pas, je comprends même pas ce qu'ils racontent, même s'ils parlent sur moi, je sais même pas ce qu'ils disent». Enfin, je trouve que ça libère, un poids, enfin, je m'en fiche. En plus, à Berlin, les gens, ils s'habillent n'importe comment. Maintenant, je commence à mettre des joggings pour aller faire mes courses, chose que je ferais jamais en France. Enfin, peut-être que du coup, l'influence de Berlin, c'est, être un peu moins, ouais, concernée par le regard des autres et me dire que je fais un peu ce que je veux et ça libère un petit peu et chose que je retrouve à chaque fois que je reviens à Paris, quoi. Je me dis: «Ah, je sors là, il faut que je sois bien, un peu sous tous les rapports, je vais dans le métro, tout le monde va être beau et cetera», donc qu'à Berlin, vraiment tout le monde, beaucoup de gens, voilà, ils font pas du tout attention à eux et cetera et c'est OK, quoi. Donc je trouve qu'à ce point-là, c'est vraiment super. Totalement alignée d'être en dehors de notre culture, de notre société. De toute façon, on est un peu l'étrangère. Donc même si, on est un peu chelou, on a des réactions, des styles Ouais. un peu à notre manière, de toute façon, on sera l'étrangère, ça passe. Alors qu'entre Français, en France, c'est vrai qu'il y a beaucoup ce point, donc je te rejoins totalement, totalement. Hem et d'un point de vue professionnel, on peut savoir dans quoi tu bosses? Bah, du coup depuis oui, depuis l'Allemagne, même si c'est pas pour une boîte allemande, hein, tu es en auto-entrepreneur? Ouais, bah, du coup, je suis thérapeute pour expats et nomades et en fait, c'est à partir de cette expérience-là que j'ai eu l'idée de me spécialiser pour, les expats et les nomades parce que j'ai fait mes études, je faisais mes études quand j'ai rencontré mon copain et je savais qu'il fallait que je me spécialise pour, un certain type de personnes et je me suis dit: «Mais en fait» et moi à ce moment-là, j'étais dans mon choc culturel à Berlin
qui a duré 8 mois, qui était vraiment pas drôle et je me suis dit: «Mais si moi qui suis à Berlin la moitié du temps, j'ai tant de mal quand j'y vais et je suis énervée d'être dehors dans cette ville», mais vraiment comme si j'étais énervée contre une personne. Je me suis dit: «Mais j'imagine pas les personnes qui y sont tout le temps et qui ont pas choisi d'être là ou qui sont, bah, dans un autre endroit où c'est compliqué et cetera». Enfin, à quel point ça doit être dur et en fait, en creusant, l'expatriation, le fait d'être expatrié ou nomade, ça touche à toutes les sphères de ta vie, en fait. Parce qu'en amour, si tu t'expatries en couple ou pas, si tu es à distance, bah, toute ta vie change. Relation, binationale, c'est compliqué aussi. Ta famille, bah, tu es loin, donc tout change. Tes amis, faut en trouver sur place et c'est compliqué ou bien tu as tes amis, back home, mais c'est compliqué. Tes loisirs, faut réussir à te refaire, une nouvelle vie. Le travail, ça peut être compliqué aussi et cetera. En fait, ça touche à plein de sujets que je trouve, super, super passionnants et je trouve qu'on se préoccupe pas tant que ça de la santé mentale des expatriés ou des nomades, alors qu'il y a de quoi. Il y a plein d'expatriés et de nomades qui sont en dépression, par exemple et du coup, je me suis dit: «Ah bah, c'est parfait, c'est trop bien, ça lie, cet international, que j'adore avec, mon métier, dans la psychologie» et donc ça a fait un mix, parfait, quoi. Totalement et c'est vrai que ça joue aussi sur la personnalité. C'est vrai que de d'autres échanges pour d'autres épisodes et on est revenu beaucoup le sujet de dans une autre langue, quand on parle une autre langue, quand on est dans une autre ambiance, on est un peu une personne différente et parfois on s'éloigne, ensuite on Ouais. revient et c'est vrai que ça touche à tout ce que tu viens de dire et il y a aussi le sujet, pour ceux qui ont des enfants, d'élever des enfants dans un autre pays, d'avoir des Ah enfants ouais, avec un conjoint étranger et c'est tout à vrai qu'il y fait. a énormément de choses, qui se jouent, qu'on vit et sur lesquelles parfois on peut se sentir très seul. Donc c'est vrai que c'est super intéressant. Donc merci pour ce que tu fais. On mettra de toute façon dans les notes, ton Instagram, c'est le meilleur moyen pour te rejoindre? Oui, je pense, effectivement. Et ben, on mettra dans les notes du coup ton Instagram pour tous ceux qui veulent suivre. Déjà de très belles pistes dans ton contenu et ceux qui veulent et ont besoin d'aller plus loin, qui n'hésitent pas à te contacter. Mais c'est vrai que c'est un gros, gros point, qui se joue pour nous et c'est vrai qu'on pense souvent à l'expatrié, donc qui a fait son choix, mais il y a la famille qui suit. Des fois conjoint, conjointe qui a pas forcément Mmh. choisi, donc qui a pas ce truc de dire: «Bah, voilà, je teste et puis, bah, si ça me plaît pas dans 3 6 mois, je rentre». Non, si ton conjoint a cette vie, c'est pas le cas et donc tu dois en effet t'acclimater et trouver, ta ton moyen d'être heureux dans cette ville, donc très bon point. Toi, tu disais que tu as passé, 8-9 mois un petit peu compliqués. Qu'est-ce qui t'a fait un petit peu, sortir de Ouais. cette période un petit peu plus dans le rejet de la ville. Alors, le problème, c'était que j'espérais que Berlin allait se transformer en Paris. À chaque fois, en fait, j'avais cette image de Paris. Moi, j'aime beaucoup Paris parce que, c'est beau et on y mange bien, et en plus, enfin, on se plaint beaucoup des Parisiens, mais que les gens viennent à Berlin voir, à quel point ils sont sympathiques. Je pense que là aussi, ça permet de prendre un peu de la distance. Hem et en fait, je me souviens, enfin, je me souviens, j'étais sortie d'un restaurant où j'avais encore essayé de manger de la nourriture allemande pour essayer d'être vraiment un peu dans la culture et c'était mauvais et j'étais tellement énervée. Je me suis dit: «Mais là, mais comment c'est possible en fait qu'une ville soit comme ça quoi, qu'elle ait aussi peu à offrir?» Je regardais autour de moi et c'était moche et en fait, j'espérais vraiment, comme si, tout d'un coup, Berlin allait dire: «Ah oui, Sonia, tu as totalement raison, qu'est-ce qu'on fait là? Ouf!» Et que tout allait se transformer et tout d'un coup devenir beau et que les restaurants allaient venir et cetera et même je l'ai eu très récemment. Bah, là, je suis rentrée en France, il y a 10 jours et je me suis promenée à Paris et en plus maintenant, enfin, à Paris, même tous les restaurants, faut qu'ils soient super beaux et cetera et en France, un peu partout et je me suis dit ça m'a fait un peu un énervement à distance où je me suis dit: «Mais c'est tellement beau» et à Berlin, vraiment, ils font aucun effort, quoi. Mais bon, donc voilà et donc à un moment, en fait, je me suis dit: «OK, il faut que j'arrête de vouloir que Berlin change parce que ça va pas être possible, en fait. C'est j'ai aucun contrôle, là-dessus» et donc je me suis dit: «OK, bah, qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai là, maintenant?» Mmh. Parce qu'au final, Berlin, certes, c'est pas ce que je veux, mais il y a quand même du positif.
Alors certes, c'est des plus petites choses que ce que Paris a à offrir, mais par exemple, moi je suis intolérante au lactose. Bon bah, en Allemagne, ils sont à fond sur le sans lactose et vegan. Donc je peux manger de la crème fraîche à volonté, de la mozzarella sans lactose et cetera. Donc maintenant quand j'achète ma mozzarella, je fais vraiment genre, «Oh mon Dieu, de la mozzarella sans lactose». Enfin, je m'enthousiasme à fond pour ce que la ville a à offrir, quoi. Ou par exemple, il y a des Taylor Swift parties à Berlin. Et même, je me dis, si j'avais ça en France, j'ai pas d'amis qui sont fans de Taylor Swift. Or, à Berlin, je mets dans le groupe Facebook à chaque fois qui veut venir à la Taylor Swift party avec moi. Et hop, on est, je sais pas, 5, 10 filles fans de Taylor qui ne se connaissent pas, et on va ensemble à la Taylor Swift party. Il y a des choses comme ça que je peux faire à Berlin que je ne peux pas faire en France. Certes, c'est des plus petites choses. C'est pas tous les jours que je vais à la Taylor Swift party ou que je mange de la mozzarella sans lactose, mais j'arrive du coup quand même à apprécier ces petites choses-là. Et puis j'arrive maintenant un peu plus à comparer vraiment Berlin avec Berlin et à me dire, bon ben voilà, là je suis contente, je vais faire les courses au supermarché qui est ridiculement petit par rapport à un Leclerc qu'on pourrait avoir en France. Mais pour ce supermarché-là, là il y a une nouveauté qui est intéressante pour moi, je suis contente, etc. Et j'essaye de m'enthousiasmer vraiment des toutes petites choses. D'accord. Non, mais c'est bien, en effet, se positiver, apprécier, les petites choses qui nous sont offertes. C'est un très, très bon point, heu, pour être plus heureux, tout simplement, tout simplement. Et pour toi, C'est la ça, plus grande exactement. différence culturelle, quelle serait-elle? Moi, celle qui m'avait vraiment choquée au début, c'est le fait qu'ils ont pas trop de filtres, et qu'ils sont extrêmement honnêtes. C'est-à-dire que, tu vas faire les Oh, courses, bah, tout le monde tire une tête, mais pas possible quoi, tous ceux qui travaillent là. Or, moi j'ai travaillé, en magasin pendant 2 ans, bah, je sais que les caissières, par exemple, elles sont formées, on leur disait: «Ah, il faut sourire à la personne d'après qui arrive» et cetera. En Allemagne, non. Et je me souviens, j'en avais parlé à mon copain, je lui ai dit: «Bah, disons que les gens ici, ils rigolent pas». Et il m'avait dit: «Elle travaille à Lidl, pourquoi est-ce qu'elle sourirait?» Et je lui ai dit: «Oui, effectivement, ça vend pas du rêve, mais en France, on a cette espèce, et plus dans le sud aussi, et aux États-Unis, et cetera, on a cette espèce d'hypocrisie que eux n'ont pas du tout, quoi». C'est vraiment, ou bien lui, je me souviens, une des premières fois où on s'était vus, je commençais à lui raconter un truc et il m'avait dit: «Honey, I don't care». Et je m'étais dit: «Mais mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça de me couper?» Et il m'avait dit: «Mais en fait, là, tu perds ton temps parce que tu es en train de raconter un truc qui m'intéresse pas. Donc en fait, je t'écoute pas vraiment, autant qu'on parle de quelque chose qui nous intéresse tous les 2». Donc je m'étais dit: «OK», donc je lui avais expliqué qu'en France, c'est pas comme ça qu'on fait, que je lui avais dit: «Bah, en France, tu m'aurais écouté, mais tu aurais pas rebondi dessus». Donc maintenant, c'est un peu plus ce qu'il fait. Je trouve qu'il s'est plus francisé que moi, allemandisé. Mais ouais, ce truc de, où j'avais demandé de l'aide à quelqu'un dans un magasin, mais mon Dieu, on aurait dit que j'allais le tuer, quoi. Et du coup, maintenant, changement de perspective, quand on est à la caisse et que la dame est sympathique, à chaque fois, je dis: «Ah bah, dis donc, elle passe une bonne journée». Elle est vraiment contente pour le coup. Elle est honnêtement contente, de faire son travail. d'accord, c'est marrant, mais en soi, pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, c'est une façon de voir les choses au très assez binaire, enfin, à chaud comme ça, c'est ce qui paraît parce que on peut travailler chez Lidl et en fait, plus tu souris aux gens, plus ils vont te sourire, plus ils vont être sympas, donc plus tu vas passer une bonne journée. Enfin, c'est vrai que moi, je Ouais, crois plutôt un peu à cette spirale qui est très latine en réalité, hein, c'est normal que, ouais, je pense, de se hein. dire: «Bon, bah, j'ai un job de merde, donc je le fais en tirant la gueule» et en fait, être dans une négativité qui devient horrible alors que, si tu le fais avec le smile, enfin, travailler chez Lidl, tout va bien. C'est marrant et oui, très Mais je drôle suis d'accord, le mais comme mmh, c'est vraiment pas, j'allais dire, c'est pas une culture où tu souris, en fait. C'est pas, ah, tu souris aux gens comme ça dans la rue? Non, même dans les transports, parce qu'on parle de la France et des Français ou des Parisiens qui font la gueule, mais en Allemagne, ouf, parce qu'eux, ils ont vraiment une culture, qui leur pèse dessus. En fait, je pense que c'est pas trop c'est très historique, quoi. Eux, ils ont eu toutes les guerres, ils ont perdu à chaque fois,
Hem, ils se sentent très coupables de tout ce qui s'est passé, et du coup, c'est vraiment dans leur culture c'est pas une culture fun et c'est pour ça et je me suis dit: «Oh mon Dieu, mais en France, on est tellement fun!» parce qu'il nous arrive plein de trucs en France aussi. Il y a plein de choses qui se passent en France, mais Mmh. il y a quand même ce truc, il y a une légèreté qu'on a en France et je pense qu'il y a beaucoup plus dans les cultures latines aussi, où on le voit, les gens sont beaucoup plus sympas et cetera, chaleureux, qu'il y a pas du tout en Allemagne et même dans les pays de l'Est, je pense. C'est pas des cultures légères, quoi. C'est Ouais, c ouf et je trouve que parce tu que le sens et mmh. Oui, parce que même par rapport aux guerres, nous, on n'a pas non plus un si on fait le sum up, c'est pas non plus hyper glorieux, hein. On s'est fait un peu ramasser, chiffonner, on a vendu la France à un moment donné. Enfin, c'est pas on n'a pas été les grands vainqueurs non plus et c'est vrai que c'est pas, oui, ça reste la France, une culture un peu du kiff, de se faire plaisir, la bonne bouffe, le bon vin et cetera et passer des bons moments. Enfin, beaucoup plus ce côté-là, oui, de kiffer. C'est d'accord, c'est drôle. Et moi j'adore le mec, tu lui racontes un truc et il dit: «Ouais, je m'en fous». Je suis fan. Il a pas le temps, quoi. Mais c'est drôle, c'est honnête, tu vois? c'était Je mais, comprends. je me souviens, je voulais pleurer à ce moment-là parce que et je me souviens, je l'avais raconté à toutes mes copines et cetera et je m'étais dit: «Mais quel genre de personne c'est?» En plus, lui, il est vraiment très allemand dans ce sens où, il est très honnête. Comme tu dis, il a pas de temps à perdre avec, n'importe quoi, on va straight to the point. Il est pas du tout là à prendre des tours et des détours, comme on a dans plein de cultures et cetera. Non, il a un truc à dire, il va me le dire tout de suite. Chose que j'apprécie maintenant parce que je me dis, par exemple, bah, j'ai aucun compliment qu'il me fait, c'est pour me faire «plaisir» entre guillemets. C'est vraiment parce que c'est totalement pensé, ça lui est venu dans sa tête à ce moment-là, il m'a vue, il m'a trouvée jolie, il me le dit. Je sais que c'est totalement vrai, tout comme la caissière à Lidl quand elle sourit, c'est pas qu'elle fait semblant, quoi. Donc il y a vraiment ce truc de ce qui se passe, je le vois tout de suite sur son visage, c'est ses réelles émotions, il y a pas d'hypocrisie. Mais au début, je trouvais que c'était super, enfin, c'est violent, quoi, et encore, moi, je suis quelqu'un de plutôt honnête, mais là, de me dire que tu en as rien à faire, mais jamais, que de on m'a on m'a manqué de respect comme ça, je veux dire, mais ah ouais, c'était incroyable. Ça s'est pas reproduit depuis, il s'est un peu calmé. Mais au moins tu sais à quoi t'en tenir. C'est vrai que moi je trouve ça super intéressant comme culture. Tu pas de faux semblants, t'as pas et ça doit simplifier en effet, tu gagnes du temps. Pareil, tous Ouais. les pseudos amis, machin et cetera, bah, voilà, là, tu sais, même au boulot, ils doivent gagner un temps fou. Je comprends la productivité. Si t'as pas tous ces small talk, ce lobbying, si t'as pas, ouais, enfin un petit peu ces codes sociaux et cetera, tu vas beaucoup plus vite, hein. C'est non, c'est top, c'est drôle. Et si tu avais la plus grosse incompréhension, que ce soit en couple, les amis, un petit peu une anecdote à nous partager de choc culturel? Alors, ben, au niveau de ses amis justement, j'ai pleuré la première fois que je les ai rencontrés parce que en France, il y a ce truc de, tu rencontres les amis, bon, bah, c'est un peu ton moment, quoi. Il faut que c'est l'introduction officielle, les gens, ils vont s'intéresser un peu plus à toi, il faut que tu montres un peu tout de suite ta personnalité pour qu'on t'apprécie, parce qu'après on va te revoir et cetera et là, Mmh. c'était une présentation, c'était l'anniversaire de son meilleur ami, mais pour moi, c'était la première fois que j'allais rencontrer, ses amis internationaux. En plus, pour faire du volley, je déteste le volley, je suis nulle à ces sports de balle et donc moi, c'était un stress incroyable de les rencontrer, donc ils m'ont dit bonjour. En plus, là-bas, soit on se serre la main pour se dire bonjour, la première fois, même avec les femmes, donc j'ai Mmh. l'impression, qu'on allait en meeting, fournisseur, soit on se hug, chose avec lequel je suis très inconfortable aussi parce qu'en France, on se hug pas. Donc Mmh. déjà, première barrière et puis sur place, en fait, une fois qu'on s'est rencontrés, personne ne me prête attention, personne ne me dit quoi que ce soit. Mon copain, c'est pas quelqu'un qui est spécialement bavard et cetera non plus, donc c'est pas lui qui va m'introduire dans la conversation, donc je reste là pendant des heures, je fais une démonstration horrible de volley-ball, je me suis dit: «Mon Dieu, mais ils vont penser que je suis totalement débile» et je suis repartie. En fait, les gens m'ont dit au revoir, mais on s'est juste dit bonjour, au revoir. Je me suis dit: «Mais c'est ça l'introduction à ses amis?» En fait, j'ai pas pu en placer une, même
je me souviens sur place, j'étais en train de me répéter des phrases dans la tête, de me dire: «Ah bah, sur quoi je pourrais commenter pour lancer la conversation?» parce que personne ne vient vers moi. En fait, c'est comme si j'étais invisible et du coup, bah, je suis repartie et je me suis mise à pleurer. J'ai dit: «Mais tes amis, ils me détestent, je vois bien, personne m'a parlé. Est-ce que c'est parce que je suis nulle au volley?» Et en fait, il m'a dit: «Mais pas du tout. En fait, en Allemagne, quand on rencontre les gens, la première rencontre, c'est, on te jauge un peu de loin et si tu passes cette étape-là, ensuite et ben, on va pouvoir faire un peu plus connaissance et cetera». Et ensuite, il me montre ses messages, il y avait tous ses amis qui disaient: «Quel plaisir d'avoir enfin rencontré Sonia, ça nous a fait super plaisir de la voir». J'ai dit: «Mais c'est une blague, en fait, on s'est juste dit bonjour et au revoir». Mais pour eux, c'était, l'étape normale, quoi. Ouais, je me suis mise dans des étapes pas possibles, mais j'ai trouvé ça super déstabilisant, et c'est qu'en fait, tu as pas en Allemagne ce truc de, il faut que tu te mettes un peu au centre de l'attention. Cette culture un peu d'extraverti qu'on a, les Allemands, c'est pas spécialement des extravertis. C'est OK si tu es sur le côté, que tu parles pas trop et cetera, ils vont pas mettre en valeur, le fait de beaucoup se mettre en avant, d'être super bavard, de monopoliser un peu la conversation. Parce qu'en plus, moi, je peux parler, je suis bavarde, mais du coup, c'était super frustrant et effectivement, après, bah, maintenant, quand on se revoit, ça se passe mieux et cetera, ils vont poser des questions, bon, pas tant non plus, parce qu'ils sont pas spécialement copains avec la France, les Allemands. Mais voilà, mais ça se passe beaucoup mieux en tout cas. Mais c'était un stress pas possible et pas du tout un bon moment. Mais je te remercie de partager ça, parce que je pense qu'on a tous vécu ces moments de grande solitude, où on ne sait pas comment se positionner, quoi faire, on se sent mal, on Mmh. se sent nul, en fait. On prend des fois les choses personnellement alors que c'est pas le cas. Quand tu me dis, «Bah, je croyais que c'était peut-être parce que je joue mal au volley», enfin, tu vois, ça paraît improbable et en même temps, je te comprends tellement. Mmh. Et du coup, merci de le partager parce que c'est vraiment le genre de choses, heu, que je trouve d'important de te dire: «Ça peut m'arriver si je suis expat», pour te préparer, comme, savoir, bah, voilà, ça nous est tous arrivé et c'est pas grave. En plus, tu es dans une culture où c'est plutôt normal et puis honnêtes comme ils sont, si après ils ont dit qu'ils étaient contents de t'avoir rencontré, c'est que vraiment tu as fait bonne impression. C'est ça et je trouve que c'est vraiment des situations que tu rencontres que dans un cadre de différence culturelle. Parce que quand tu es dans ta culture, tu sais ce qui se passe, tu as les codes et dans ce cas-là, tu sais qu'il y a un truc qui va pas et donc tu sais qu'effectivement, il se passe quelque chose de mal. Mais quand tu as pas les codes, tu peux pas les imaginer parce que comment tu peux imaginer que ça se passe enfin, tu peux imaginer que ça se passe autrement que dans ta culture, mais tu sais pas de sous quel aspect, quoi. Comment est-ce que je pouvais me dire que il fallait pas que je fasse de vagues à la première rencontre et qu'on allait me jauger de loin, alors que c'est l'inverse de ma culture, alors qu'on est voisins quand même. Enfin, je suis Mmh. pas, en Thaïlande, quoi. Donc, c'est ça, c'était et c'est là que je me suis dit: «Ah OK, peut-être qu'il faut que je prenne un peu de recul sur la culture allemande parce que ça va pas être, si facile que ça, quoi». Non, c'est clair. Et donc aujourd'hui, toi, tu te vois y rester? Tu penses un jour peut-être aller dans un autre pays? Comment tu vois les choses? Alors mon but, ce serait de vivre à peu près 6 mois en Asie, donc toute seule ou un peu avec lui comme il peut prendre des congés sabbatiques, mais j'aime bien aussi être, toute seule, c'est pas très grave. Et faire une partie à Berlin et une partie en France. Parce que là, je vais prolonger un peu plus mes périodes à Berlin dans le sens, bon, bah, je suis super installée, je suis plus confortable pour travailler à Berlin et cetera et j'essaye maintenant que j'ai dépassé mon choc culturel, j'essaye d'apprécier un peu plus Berlin, de faire plus de choses et cetera. Je me remets un peu dans le process de rencontrer des gens, mais il en reste que voilà, c'est pas une ville qui me fait rêver, c'est pas non plus un pays qui me fait rêver. Je J'ai jamais autant aimé la France que depuis que je suis, 2/3 du temps en Allemagne, où je me rends compte que c'est le on pense que c'est la pagaille en France, bah, il faut aller voir vraiment en Allemagne, ce qui se passe parce que voilà, c'est intéressant aussi, de voir, d'autres perspectives. Mais voilà, je me dis: «Ce serait un bon équilibre si j'ai par exemple, ouais, 6 mois en Asie, 3 mois en France, 3 mois à Berlin, un petit peu mixé, je rentre entre temps», voilà. Mais pas je pense que de toute façon, ce sera jamais mon pays, préféré et
si j'ai l'opportunité d'y aller moins, je prends cette opportunité, quoi. Et est-ce que tu aurais du coup un conseil à donner à des personnes qui pensent s'expatrier, ou des conseils pour que justement, ça se passe le plus smoothly? Je dirais, si possible, de bien choisir justement son pays parce que, ça découle de tout. En fait, c'est pas le pays, c'est pas seulement, le climat ou les trucs touristiques qu'il y a à faire et cetera. Le pays, c'est OK, quand j'y suis, le week-end, quand j'ai juste 2 jours, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Est-ce qu'il y a des expats faciles à rencontrer ou est-ce que les locaux, ils sont ouverts à rencontrer, des gens? Là où je vais habiter, est-ce qu'il y a des choses à faire qui sont pas très loin? Moi, par exemple, à pied, j'ai très peu de choses là où je suis. Donc du coup, le Mmh. quotidien, il est pas très fun et il y a pas de boulangerie en Allemagne. J'ai pas de boulangerie à côté et cetera, de voir vraiment, quels sont les hobbies des gens qui y vont. Parce que généralement, dans un pays, les gens quand même, s'ils l'ont choisi, ils ont plein de choses en commun. Par exemple, les gens qui viennent à Berlin, ils adorent la techno. C'est généralement ce pourquoi les gens, viennent à Berlin, pour faire la fête, super hardcore. Moi qui suis fan de Taylor Swift, c'est pas spécialement, ma vibe. Donc j'ai trouvé quelques personnes qui sont comme moi, mais je suis pas non plus dans la majorité. Pareil, voilà, bah, si on va, par exemple, à Berlin, les gens détestent l'hiver, mais l'hiver, il est super long, il est froid, il fait -10, et les gens souvent, ils restent là, mais vraiment juste, ils sont là que pour, 2-3 mois. Donc il y a plein de choses vraiment à prendre en compte, pour, pour que le choix d'un pays soit fait de façon un peu précise. Ça vaut le coup d'aller, parler aussi à des expats qui sont sur place pour leur demander comment se passe la vie quotidienne et cetera. Très, très bon point. Se rendre compte vraiment concrètement quand tu seras là-bas, se pouvoir s'imaginer, se mentaliser, se préparer, ce moment quand on sera là-bas. C'est vrai que quand on prépare, on s'imagine, on a des stéréotypes, des images en tête, mais vraiment se dire: «Voilà, la réalité du quotidien là-bas, heu, c'est quoi?» Et du coup, se mentaliser, c'est un très, très, très bon conseil. Je te remercie pour le coup, je le trouve vraiment, vraiment top, merci. Hem, ensuite, dernière q oui? Vas-y. Et aussi, si je peux rajouter un autre, petit conseil, j'allais juste te dire justement si l'extérieur est un peu hostile, notamment au début, ou s'il est hostile tout le temps parce qu'on n'aime pas le pays, chouchouter son intérieur. Il faut que l'intérieur, ce soit un cocon dans lequel on se sent super bien et qu'on se sente, protégé de l'extérieur. Et même quand on arrive dans un pays d'expatriation, je trouve que c'est super important, peu importe où on vit, de chouchouter son intérieur, même avant d'aller vraiment explorer, pour être sûr d'avoir une safe place où vraiment on va pouvoir se recharger et se sentir, bien. Totalement, se ressourcer dans son petit cocon, totalement. Et du coup, dernière question, la question un peu signature du podcast. Pour toi, l'image qui te reste toujours depuis l'étranger en France, si ce que tu donnerais, si ça devait être une odeur, une scène ou une image, quand je te dis la France, qu'est-ce qui vient dans ta tête? La nourriture. Vraiment, je pense que c'est ça qui me manque, le plus au quotidien. Par exemple, la seafood notamment, il y a pas de poisson à Berlin parce que la mer, ils ont un tout petit coin de mer et c'est la, mer Baltique, donc du coup, c'est pas très intéressant en termes de pêche. Et pour moi, c'est ça, ou la boulangerie, quand tu vas dans une boulangerie et tu passes devant une boulangerie et tu as l'odeur, tu sais, des croissants, de la baguette Mmh. chaude et cetera, le fait de passer, ouais, dans les rues et t voilà, moi, c'est vraiment c'est ce qui caractérise en France. Et quand je vais en France à la boulangerie, maintenant, ça me paraît, avant, ça paraissait très anodin, mais maintenant, j'envoie des photos à mon copain, je dis: «Regarde, j'ai acheté une baguette, j'ai des croissants», parce que je me dis: «C'est j'ai besoin de ma dose, quoi». C'est vraiment, je prévois des tripes à la boulangerie pour, goûter tous leurs nouveaux gâteaux, il faut que je me recharge avant de retourner à Berlin, sans boulangerie, quoi. Que je comprends.
Eh ben, écoute, merci beaucoup, pour ce partage, vraiment sincère pour le coup, à l'allemande, hyper sincère et authentique. Merci beaucoup. Plein de Mmh. pistes, Ouais, c'est clair. de choses super concrètes, pour vraiment, comprendre ce que c'est et ouais, se rendre compte de la réalité, que c'est en effet top, c'est beau. En plus, on a tendance à regarder ça aussi des fois de l'étranger sur Instagram. Ouais, il y a cette belle partie, mais il y a aussi cette vie quotidienne qu'il faut articuler et construire, pour qu'elle nous plaise et qu'on soit heureux dans un contexte totalement différent. Donc, merci beaucoup. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose avant qu'on termine cet épisode? Bah, je dirais juste que malgré le pas parce que même si ça m'a fait, traverser des phases que j'aurais jamais cru traverser avant, ça m'a apporté plein de positifs. Donc si c'est une opportunité, parfois ça vaut le coup de la prendre, si, ça rentre, voilà, dans le cadre dans lequel on est maintenant et même si ça se passe mal, en fait, sur certains aspects, ça nous apprend plein de choses sur nous et ça nous rend beaucoup plus à l'aise, dans plein d'aspects de notre vie parce qu'on sort de notre zone de confort, chose qu'on n'est pas du tout habitué à faire en temps normal. Donc voilà, je ne peux que recommander, même si parfois sur place, ça se passe pas forcément bien à 100 mais ça vaut quand même le coup. Eh ben, merci. C'est clair que, mieux vaut essayer, foncer, tester et ensuite ajuster s'il faut, heu, parce que même si c'est pas rose, c'est sortir de sa zone de confort, c'est jamais rose de toute façon. Il y a toujours des moments difficiles quand on sort de sa zone de Ouais, confort, mais c'est comme ça qu'on apprend, qu'on se connaît mieux et que du coup on est plus heureux derrière et c'est vrai que c'est souvent le constat des expats donc merci beaucoup. Merci d'avoir confié ton histoire à mon micro. Je suis super contente. On a une très belle histoire et merci à très toi. intéressante pour tous, donc merci beaucoup d'avoir voyagé avec moi dans cet épisode de Hors Frontières. Si cet échange vous a plu, partagez-le autour de vous, parlez-en, laissez un petit mot sur votre plateforme d'écoute, les réseaux, ça aide vraiment le podcast à grandir. Et si vous aussi, vous avez franchi le pas de l'expatriation ou que l'idée vous trotte dans la tête, j'adorerais découvrir votre histoire. On se retrouve très vite pour une nouvelle rencontre, toujours plus vraie, riche de rebondissements et d'aventures hors frontières.